Alors bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir ouvrir cet atelier sur la politique étrangère de l'Inde, une volonté de puissance qui s'affirme et qui doit surmonter ses propres inhibitions et contradictions. Je suis là en partenariat avec l'APHG, je représente la Société des agrégés et voilà, on est une association de la 1901 qui regroupe tous les agrégés, quelle que soit leur fonction et quel que soit leur concours. Et on est très heureux de pouvoir collaborer à ces journées de la PHG sur un projet qui nous tient à cœur, puisque les ateliers de l'agrégation, c'est un projet auquel nous contribuons, que nous avons mis en place l'été dernier, pour apporter un soutien, un tutorat à tous les étudiants qui passent l'agrégation, qu'elle soit interne ou externe. Et donc cette initiative se conjugue de façon toute naturelle et j'en suis très heureuse avec l'initiative de la PHG qui, bien évidemment, est très concernée et très investie dans la préparation de l'agrégation. Je vais donc présenter notre intervenant de ce matin. Alors, Olivier Dallage, vous vous présentez sur votre blog très modestement en disant que vous êtes un journaliste intéressé par l'Inde et le Moyen-Orient et par les débats de votre profession. Mais en réalité, vous êtes responsable de la rédaction en chef de RFI et vous êtes un spécialiste de ces questions sur l'Inde et le Moyen-Orient. Vous avez contribué à notamment Qatar, les nouveaux maîtres du jeu en 2013. Vous avez écrit Aujourd'hui l'Inde en 2013 également, l'Inde de A à Z en 2010. Et vous allez faire paraître en février, donc vous me disiez, chez Armand Collin, l'Inde désir de puissance. Voilà, c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est un spécialiste que nous écoutons. Et j'ai été particulièrement admirative de votre dernière note sur le blog, que j'invite notre auditoire à aller lire, sur les relations entre l'Inde et le Pakistan. Ça, c'est une histoire qui n'est pas finie. Une histoire qui n'est pas finie. Je vous laisse la parole. D'accord. Donc je pense que la plupart d'entre vous êtes géographes et peut-être aussi quelques historiens. Moi, je suis juste journaliste. Mais forcément, ça mélange un petit peu les deux aspects. Moi, je parlerai beaucoup politique, économie. Ça sera peut-être pas de la géographie dure ou de l'histoire dure. Et en même temps, ça va irriguer l'ensemble. Parce que, évidemment, avec un pays qui a plusieurs millénaires d'histoire et qui est tellement marqué par sa taille semi-continentale, c'est difficile d'échapper à ces contraintes. Je commencerai par quelques éléments extrêmement récents qui frappent les esprits, ou pas. À la mi-septembre, il y avait le sommet des non-alignés qui s'est tenu à Caracas. Et pour la première fois depuis l'existence de ce mouvement, le Premier ministre de l'Inde n'y est pas allé. C'est pas un boycott, l'Inde était représentée, il n'a juste pas estimé que c'était utile d'y être présent. Bon, c'est pas tout à fait vrai, il y a eu un autre Premier ministre qui était absent, mais c'était pour des circonstances qui n'étaient pas politiques. Là, visiblement, ça ne l'intéressait pas. Le 18 septembre dernier, donc c'est encore tout récent, à peu près la même date, il y a eu une attaque venue du Pakistan sur une base indienne qui se trouve au Cachemire, à Uri, qui a donné lieu, une dizaine de jours plus tard, à ce qu'ils ont appelé une frappe chirurgicale. Et on voit bien que le conflit indo-pakistanais, et notamment autour du Cachemire, va être un petit peu au centre des préoccupations actuelles. Et la conséquence de tout ça, c'est que l'Inde a boycotté la SAARC, qui est l'association régionale des pays d'Asie du Sud. Le sommet devait se tenir en novembre à Islamabad, au Pakistan. L'Inde, dans les circonstances que je viens de rappeler, a choisi de ne pas y aller. Et 5 pays sur les 8 au total ont décidé de boycotter le sommet, qui du coup ne se tient pas et est reporté à une date encore inconnue. On pourrait penser que tout ça, c'est les marqueurs de la ligne de Narendra Modi, le Premier ministre qui a été élu à la tête d'un gouvernement du BJP, les nationalistes hindous, en mai 2014, et que c'est vraiment un trait distinctif de ce gouvernement. J'essaierai de montrer qu'il n'en est rien, ou en tout cas pas aussi nettement, que l'histoire de l'Inde moderne n'a pas commencé en mai 2014, et que beaucoup de choses qui se font aujourd'hui avaient été commencées avant, et que certaines inflexions aussi. Il y a cette frénésie de voyage que le nouveau Premier ministre a manifesté, 51 voyages à l'étranger en 2 ans, une volonté partout réaffirmée
d'être membre permanent du Conseil de sécurité. Ça non plus, ça n'est pas nouveau, mais c'est affirmé avec beaucoup plus de force. Cette volonté de puissance s'exprime à tout bout de champ. Elle est soutenue par la population, ainsi que l'a montré une étude de Pew Research qui a été publiée il y a quelques semaines, qui montre que les Indiens soutiennent cette volonté, cette affirmation de puissance. Est-ce qu'ils en tirent toutes les conséquences? Ça, c'est autre chose. Et donc, il y a une continuité, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une remise en ordre qui est en cours, et une rationalisation, ou un essai de rationalisation de la politique étrangère qui est à la fois nécessaire et qui a commencé. Pour encadrer la politique étrangère de l'Inde, j'ai puisé dans deux référents dont l'un est très ancien. Vous avez peut-être entendu parler de Kautilya, aussi connu sous le nom de Shanyaka. C'est celui qu'on appelle le Machiavel indien, qui était le ministre conseiller de Chandragupta au IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui a écrit l'Arthashastra, qui est le manuel de gouvernement qui sert de référence. Et il a notamment développé ce qu'on a appelé la théorie de la mandala, c'est-à-dire des cercles concentriques, selon laquelle derrière chaque ennemi, il y a quelqu'un qui peut être un allié, et ainsi de suite, et des deux côtés. Et donc les alliances de revers ont été théorisées par Kautilya bien avant que Clausewitz et d'autres en fassent autant. Et puis il y a les Panchils, c'est-à-dire les 5 vertus qui se trouvaient dans le traité sino-indien de 1954, qui ont été reprises un petit peu comme base du sommet de Bandung, qui était à l'origine des non-alignés, et qui repose sur le respect mutuel, la non-agression, la non-ingérence, l'égalité et les bénéfices mutuels et la coexistence pacifique. Et c'est un petit peu le mantra, j'utilise le mot à bon escient, mais en l'occurrence s'agissant de l'Inde, mais de la politique étrangère de l'Inde depuis les années 50, même si on voit que la formulation répétitive de la référence au Panchil tient souvent un petit peu de l'incantation à laquelle on ne croit plus beaucoup, mais quand même ça a irrigué profondément un certain nombre de choses. Et donc, comme toute politique étrangère commence à ses portes, il faut commencer par les voisins. Et les voisins, il faut reconnaître que l'Inde a beau s'en préoccuper beaucoup, elle n'a pas su très bien les traiter. Et d'ailleurs, il suffit de regarder une carte pour voir à quel point il y a une inégalité phénoménale entre l'Inde, l'Union indienne, et l'ensemble de ses voisins qui sont pour la plupart tout petits, et même ceux qui ne sont pas tout petits sont quand même beaucoup plus petits que l'Inde. Et donc, si toute politique étrangère commence à ses frontières, il faut s'en occuper. On a quand même les 3/5 de la superficie de l'Asie du Sud qui sont occupés par l'Union indienne, et à peu près 80% de son économie, et puis quelques grands bouts que sont le Pakistan et l'ex-Pakistan oriental, c'est-à-dire Bangladesh, et puis après beaucoup plus petits, le Népal, Sri Lanka, la Birmanie, le Bhoutan. Et de manière très significative, en l'occurrence, c'est par le Bhoutan qu'a commencé ses voyages officiels Narendra Modi. Tout de suite après son intronisation, son investiture, à laquelle il avait invité l'ensemble des pays voisins, plus l'île Maurice, et ses voisins au sens de l'océan Indien, y compris donc le Premier ministre du Pakistan, ce qui a surpris beaucoup, puisque le nationaliste hindou n'avait pas eu de mots assez durs pour le gouvernement précédent sur sa faiblesse supposée à l'encontre du Pakistan. Et donc, il y a une volonté de renouer, de diminuer l'acrimonie qui s'était manifestée au fil des années. Devant, vous savez, Madeleine Albright avait caractérisé les États-Unis en disant que c'était un benevolent hegemon, c'est-à-dire un pays hégémonique, mais qui était fondamentalement bienveillant avec ceux qu'il dominait. On pourrait dire ça de l'Inde vis-à-vis de ses voisins. Et c'est vrai que, par exemple, l'essentiel de l'aide au développement de l'Inde va dans les pays voisins, est absorbé par le Népal, par le Bhoutan, 80%, sur l'ensemble de la planète, ça va dans ces pays qui sont très dépendants, soit parce qu'ils sont enclavés, comme peut l'être le Bhoutan, ou en partie le Népal, coincé entre la Chine et l'Inde, et culturellement liés. Mais le résultat, c'est que beaucoup de ces pays sont un petit peu écrasés par cette bienveillance qui ne leur laisse pas beaucoup d'initiatives. Par exemple, le Bhoutan a été empêché de régler ses conflits frontaliers avec la Chine tant que l'Inde n'en aurait pas fait autant. Et comme ce n'est pas encore sur le point de se terminer, on voit que ça peut générer du ressentiment. Ou le Népal, qui a été à plusieurs reprises l'objet de blocus
à la frontière, parce que la politique népalaise ne plaisait pas à l'Inde. Et d'ailleurs, on verra que ça s'est reproduit il y a quelques mois, quand l'Inde n'était pas satisfaite du projet de constitution népalaise. Et ils ont bloqué les frontières, et donc forcément les mêmes ressentiments sont remontés à la surface. Bien sûr, le pays qui obsède l'Inde, à juste titre jusqu'à un certain point, c'est le Pakistan, puisque après la partition sanglante de 1947, rien n'a jamais été normal. Il y a eu 4 guerres entre l'Inde et le Pakistan, dont 3 consacrées au Cachemire, et la tension actuelle a tout pour inquiéter. Et on voit l'extraordinaire continuité de la démarche indienne vis-à-vis du Pakistan. C'est-à-dire que chaque nouveau gouvernement qui arrive veut normaliser, remettre les compteurs à zéro. Il y a des invitations réciproques, tout se passe bien, jusqu'à ce que les services secrets pakistanais, la SI et l'armée, qui s'inquiètent de l'évolution, s'arrangent pour qu'il y ait ici ou là un attentat qui fasse dérailler le processus, et chacun est radicalisé dans son coin. Et on repart sur une tension jusqu'à la prochaine tentative de normalisation. On en est exactement là aujourd'hui, sauf que c'est en train de monter à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis les années 90, qui sont assez inquiétantes. Il faut dire un mot à ce stade-là de l'Afghanistan, qui n'est pas exactement un pays voisin de l'Inde, même si c'est un pays voisin de ce qu'a été autrefois l'Empire des Indes, et les jeux compliqués qui se jouent entre l'Inde et le Pakistan en Afghanistan. Pendant un certain temps, le Pakistan a dominé la scène afghane. Actuellement, sous le gouvernement actuel en Afghanistan, on joue plutôt la carte indienne. Moi, je mets en garde mes amis indiens qui sont très enthousiastes à cet égard contre le fait que l'Inde ne peut pas commander le jeu en Afghanistan. Le Pakistan non plus. Mais en revanche, le Pakistan a tous les moyens de faire dérailler quelque chose qui ne lui plaît pas. Et ce qui se passe actuellement en Afghanistan ne plaît pas du tout au Pakistan. Et donc, il n'y a aucune stabilité de la relation indo-afghane à attendre tant que le Pakistan n'est pas dans le jeu. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Sri Lanka, vous savez qu'il y a une forte minorité tamoule. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire... Enfin, grosso modo, c'est pour l'essentiel des travailleurs qui avaient été amenés par les Britanniques pour travailler dans les plantations de thé. La guérilla tamoule qui menaçait le pouvoir à Colombo était soutenue par la population tamoule du Tamil Nadu. Hein. Et on verra, j'ai fait juste une incidente rapide, on y reviendra peut-être, le poids des États fédérés en Inde dans la politique étrangère. Par exemple, au Tamil Nadu, on vit très fort tout ce qui concerne le Sri Lanka, et évidemment au Bengale occidental, rien de ce qui concerne le Bangladesh n'est totalement étranger. Et donc ça détermine la politique du centre, c'est-à-dire du gouvernement en place à Delhi, qui ne peut pas aller aussi loin qu'il le voudrait dans un domaine ou dans l'autre, de peur de s'aliéner l'État fédéré qui est très puissant et qui a la possibilité de faire dérailler beaucoup de choses au plan national. Disons que le gouvernement actuel en Inde a eu beaucoup de chance qu'il y ait un changement de président au Sri Lanka, puisque l'ancien Rajapakse fricotait avec la Chine de manière tout à fait ouverte et en défi à l'Inde, et que l'actuel est beaucoup plus compréhensif, mais ça ne va pas jusqu'à remettre en cause les liens avec la Chine. Et c'est là que l'Inde ferait une erreur en disant ben, vous revenez à la maison et vous coupez les liens avec la Chine. Non, ça ne se produira pas, mais il y a en revanche certainement de la part du président actuel, Sirisena, beaucoup plus d'ouverture envers l'Inde que le gouvernement précédent. J'ai parlé des pressions sur le Népal, et il y a aussi la Birmanie, qui est un cas un petit peu à part, parce que la Birmanie, c'est un État tampon essentiel pour l'Inde, d'abord parce qu'elle a des ressources énergétiques importantes, notamment du pétrole, et l'Inde a énormément besoin d'énergie, et ensuite parce que c'est une voie d'accès essentielle terrestre vers l'Asie du Sud-Est, et la question de la connectivité que j'aborderai tout au long de cet exposé trouve là un point d'application, parce que tout simplement il faut des routes, des chemins de fer, des voies maritimes aussi, pour communiquer avec le reste du monde, et l'Inde, aussi curieux que ça puisse paraître, est assez enclavée, bien que ce soit il y a 7500 km de littoral, ça reste un pays malgré tout très tourné vers l'intérieur et qui cherche aujourd'hui
à avoir des débouchés, notamment terrestres, vers le nord, l'est et aussi l'ouest. Et les îles de l'océan Indien, j'ai dit tout à l'heure que lors de son intronisation, Narendra Modi avait invité les responsables de l'île Maurice. Un de ses premiers voyages a été également pour les Seychelles, pour l'île Maurice, pour Sri Lanka. C'est-à-dire que l'océan Indien, qui porte le nom de l'Inde, à la grande irritation de la Chine, c'est l'étranger proche de l'Inde, et autant que possible, elle voudrait que tout le monde en soit conscient. A priori, donc, aucun des voisins de l'Inde ne lui est hostile, à l'exception évidemment du Pakistan, mais pour autant, ils ne sont pas acquis à l'Inde, quoi qu'elle fasse. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment pris en compte au fil des années à New Delhi. L'Asie. L'Inde est un pays d'Asie. D'ailleurs, Nehru, au début, avait participé, alors que l'Inde n'était pas encore indépendante, à des conférences panasiatiques. Et pourtant, si l'Inde est évidemment d'Asie, elle ne s'est pas vécue comme un pays asiatique par essence. Soit parce qu'elle a été déçue, soit parce qu'elle voyait plus grand. La conférence de Bandung n'était pas seulement une conférence asiatique, même si elle se tenait en Indonésie. Et il n'y a pas véritablement eu de politique asiatique avant que le Premier ministre de transition, mais qui a dans une très large mesure défini les changements qu'on voit aujourd'hui encore en Inde, Narasimha Rao, à partir de 1991, ne lance ce qu'on a appelé la Look East Policy, la politique qui regarde vers l'Est, et que l'actuel Premier ministre, Narendra Modi, veut transformer en Act East Policy, agir, une politique d'action vers l'Est. Il y a d'abord et avant tout la Chine. Et ça, on n'y peut rien, rien que la taille, l'économie et la puissance font que l'une et l'autre se regardent un petit peu en chien de faïence. Le jeu d'échecs est né en Inde, le jeu de Go est né en Asie, c'est des analogies faciles. Ce qui se passe en ce moment tient d'ailleurs plus du jeu de Go que du jeu d'échecs, parce que chacun essaie d'une certaine manière d'encercler l'autre. Il y a ce que les Indiens appellent le collier de perles, c'est-à-dire toutes les bases ou les facilités navales que la Chine est en train d'installer un petit peu partout sur ses voies de communication maritime. Et la vérité, c'est que l'Inde en fait autant en nouant des alliances. Enfin, alliance est un terme qui n'est pas indien. En nouant des partenariats privilégiés, stratégiques avec le Japon, avec Singapour, avec la Thaïlande, en affirmant son rôle dans le détroit de Malacca et en intervenant d'une manière très forte aux côtés du Vietnam dans les différents maritimes qui peuvent exister en mer de Chine méridionale, et le fait que le Vietnam ait concédé à l'Inde des zones, des blocs de recherche pétrolière n'est sans doute pas étranger, mais il y a aussi une histoire dans la relation entre l'Inde et le Vietnam, et de toute façon, la rivalité d'influence politique est évidente entre les deux. Elle est d'ailleurs asymétrique parce que l'Inde regarde la Chine avec pas mal d'inquiétude. On ne peut pas dire que la Chine regarde l'Inde avec inquiétude, plutôt avec l'irritation d'un grand qui voit un petit peu moins grand grandir et surtout être le relais de plus en plus évident de la politique américaine en Asie. Et c'est un rôle que l'Inde accepte de plus en plus ouvertement après l'avoir accepté de manière tacite. Et donc ça se manifeste par le soutien chinois au Pakistan, par l'opposition de la Chine à l'entrée de l'Inde dans le groupe des fournisseurs nucléaires, qui permettra à l'Inde de s'approvisionner plus facilement en combustible nucléaire. Mais il y a quelque chose qui est la clé. Vous connaissez peut-être le sigle OBOR, One Belt, One Road, c'est la succession de routes de la soie, les nouvelles routes de la soie lancées par la Chine, qui sont multiples, qui sont terrestres et aussi maritimes, et qui vont jusqu'en Europe, jusqu'au Moyen-Orient, jusque partout, en passant par l'Asie centrale, en passant par la partie du Cachemire occupée par le Pakistan et un peu la Chine, du point de vue indien, en passant par les voies maritimes. Et de manière très intelligente, la Chine a proposé à l'Inde un partenariat en disant « mais venez participer avec nous ».
Et les Indiens sont extrêmement gênés par ça, parce que d'un côté, s'ils rejoignent le projet chinois, ils seront un partenaire important, mais un partenaire minoritaire, ils seront sur le siège arrière du véhicule chinois, mais s'ils ne le font pas, ça n'empêchera pas les Chinois d'avancer, et beaucoup de pays de la région estiment à juste titre que leur enclavement doit prendre fin et qu'ils ont tout à gagner à ces projets chinois. Et donc on en est là pour le moment, avec une grande interrogation stratégique à la tête de l'Inde sur le point de savoir s'il faut ou pas se joindre à ces projets chinois de nouvelle route de la soie au nom de cette fameuse connectivité. Il y a en contrepoint l'appel de l'Asie du Sud-Est et notamment de l'ASEAN à l'Inde à être plus active, notamment militairement, et donc l'Inde est maintenant officiellement depuis 2010 invitée à participer aux réunions des ministres de la Défense de l'ASEAN, et si au début elle était timide par crainte de froisser la Chine, ça n'est plus du tout l'état d'esprit du moment, puisque l'Inde est aujourd'hui assez décomplexée par rapport à cette volonté de puissance qui s'était affirmée progressivement, mais avec beaucoup de retenue. Et puis il y a l'Asie centrale, dont je parlais tout à l'heure. L'Asie centrale, ces grandes steppes pleines de pétrole et de gaz, qui, depuis la fin de l'Union soviétique, est composée de républiques plus ou moins indépendantes, mais qui cherchent aussi à étendre leurs relations. C'est le lieu où se croisent géométriquement les influences de la Russie, ex-Union soviétique, mais aussi de la Chine, qui est très présente, et tout le monde cherche à y avoir sa part. En juillet 2015, l'Inde a été admise au sein de ce qu'on appelle l'Organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe une grande partie de ces pays-là, malgré l'opposition initiale de la Chine, qui a été levée uniquement parce que le Pakistan y est rentré en même temps que l'Inde. Donc on voit qu'à chaque fois, il y a ce jeu de neutralisation, mais qui est indispensable si on veut aller de l'avant. Et il y a deux projets concurrents en matière de connectivité maritime et terrestre. L'un, c'est le port de Gwadar en mer d'Arabie au Pakistan, dans lequel les Chinois ont investi énormément et pour lequel ils construisent une route qui traverse justement cette partie du Cachemire que les Indiens considèrent comme occupée par le Pakistan et d'ailleurs un peu par la Chine, pour un coût total de près de 76 milliards de dollars, prix initial, on verra combien c'est à l'arrivée. Et bien sûr, il y a la question du commerce, mais il y a aussi la question de la base navale. Est-ce que les Chinois ne vont pas utiliser Gwadar, qui se trouve dans le Sindh, juste au-dessus de l'Inde, à l'embouchure de la mer d'Arabie? Et puis, les Indiens, eux, ont contre-attaqué, si j'ose dire, avec un projet concurrent qui se trouve seulement à 170 km de là à l'ouest, en Iran, qui est le port de Chabahar, dans lesquels les Iraniens ont accordé des concessions pour moderniser des docks. Et l'idée est de construire des voies terrestres, chemins de fer et routes pour rallier la Zahedan, qui est une des grandes villes de l'Iran, et plus loin la frontière afghane, rentrer en Afghanistan, où il se trouve que l'Inde a des concessions minières, et pousser plus loin en Asie centrale. Et ça, c'est un projet qui est très important pour l'Inde, parce que la voie terrestre naturelle pour aller en Asie centrale passerait par le Pakistan, et d'une part, ça n'est pas très réaliste aujourd'hui, mais quand bien même ça le serait, ça veut dire se mettre à la merci du Pakistan si il y a demain, après-demain, des circonstances politiques défavorables. Et donc pour éviter ça, on contourne la difficulté, sachant que c'est difficile pour les deux, parce que la province du Baloutchistan, où se trouve, qui est près du port de Gwadar, est sujette à des soulèvements nationalistes, encouragés par l'Inde d'ailleurs, en rétorsion à ce qui se passe au Cachemire, et d'une manière générale, que ce soit le Pakistan, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Inde et même la Chine, entre la corruption, les retards, l'incompétence de certains, aucune de ces voies de communication ne sera sans doute disponible dans les délais annoncés. Et en même temps, personne ne peut dire que ça ne le sera pas un jour. Et donc cette compétition aujourd'hui est la partie la plus visible de la rivalité
en matière de connectivité entre les deux. Et le projet de Chabahar, qui traîne depuis 2002, a été officiellement signé il y a quelques mois, c'était en mai dernier à Téhéran, par les trois présidents, enfin les deux présidents et le Premier ministre, donc Modi, Rouhani, président iranien, et Ashraf Ghani de l'Afghanistan. L'Afrique. Ben, l'Inde retrouve l'Afrique. C'est une histoire très ancienne, qui remonte à la civilisation de l'Indus. Et puis plus tard, il y a eu le commerce, les navigateurs gujratis musulmans qui faisaient du commerce avec l'Est de l'Afrique, entre les épices, les esclaves, la myrrhe, tout ce qu'on veut. Et il y a eu des communautés indiennes qui se sont installées en Afrique de l'Est, qui ont fait souche, notamment en Tanzanie, en Zambie, et puis un peu plus à l'intérieur, en Afrique du Sud évidemment, dans les îles. Mais il faut dire que l'Inde indépendante, en dépit du soutien aux mouvements indépendantistes et nationalistes qui ont été affirmés à partir de la conférence de Bandung, n'a pas énormément développé ses liens en dehors de bonnes paroles. Il y a eu, d'une part, une attitude vis-à-vis des communautés indiennes installées qui consiste à dire « vous êtes désormais des Tanzaniens, des Sud-Africains, des Ougandais, regardez pas vers nous, regardez votre nouveau pays et contribuez à son développement. » D'une manière générale, l'Inde des premières décennies ne s'intéressait pas beaucoup à son immigration ou aux gens qui étaient issus de son pays. Et puis, Gandhi avait dit que, contrairement aux colonialistes, les relations entre l'Inde et l'Afrique seraient marquées par le respect mutuel, les échanges d'idées et de services et non pas de biens de consommation contre des matières premières. Ça n'a pas résisté au temps et surtout à la concurrence de la Chine, qui, elle, est extrêmement active et depuis déjà plusieurs décennies, qui s'est activée en investissant, qui a pris des marchés. Et donc forcément, ce retard a fini par interroger à New Delhi. Et un premier sommet indo-africain s'est tenu en 2008. 2008, c'est extrêmement tardif pour un pays qui est indépendant depuis 1947 et qui était censé avoir des rapports avec tous les pays avant même qu'ils accèdent à l'indépendance. Donc ils essayent de rattraper leur retard en mettant l'accent sur ce qui est leur intérêt bien compris à tous, à savoir l'énergie dont l'Inde a grandement besoin. Il se trouve que l'Afrique est un fournisseur très prometteur en matière d'énergie, par exemple le golfe de Guinée, en pétrole, en gaz, mais aussi les autres matières premières qui sont utiles à l'industrie électronique dont l'Inde, que l'Inde développe, la lutte antiterroriste et contre la piraterie, et ça c'est quelque chose de relativement nouveau, mais sur lequel l'Inde met l'accent. Depuis 2008, la marine indienne participe aux opérations Atalante contre la piraterie dans le golfe d'Aden, et c'est un point sur lequel elle insiste, et son savoir-faire dans la lutte antiterroriste est également mis en avant auprès des Africains, et puis son expertise reconnue dans les hautes technologies, que ce soit les télécommunications, l'électronique, mais surtout les biotechnologies et l'agriculture. Et le fait que la société africaine, essentiellement rurale, présente beaucoup de parenté avec la société indienne également rurale, rend particulièrement intéressant le savoir-faire indien qui consiste à utiliser soit des organismes génétiquement modifiés, puisque l'Inde est un des pays qui les utilise beaucoup, mais aussi comment, en zone aride, pouvoir procéder à des développements agricoles. Là, l'Inde sait faire et ça a une résonance. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'aide au développement. Plus de 80% de l'aide au développement de l'Inde va dans les pays immédiatement voisins, le Bhoutan absorbant à lui seul une somme invraisemblable sur ce montant, qui n'est d'ailleurs pas très élevé. L'aide au développement de l'Inde à l'Afrique ne représente que 3% de son... Il reste 10 minutes, ça? Ok. Alors dans ce cas, je vais survoler l'Occident et la Russie en disant simplement que la lutte contre le colonialisme fait que l'Inde est toujours restée à l'écart d'un certain nombre de choses, d'organisations multilatérales.
La Russie, en revanche, est l'allié des bons et des mauvais jours. Et on l'a vu notamment quand Indira Gandhi a signé une alliance de revers, toujours Kautilya, en 1971, quelques mois seulement avant la guerre du Bangladesh, et elle n'a eu qu'à s'en féliciter. Et c'est simplement parce que l'Inde, en principe, n'a pas à avoir d'alliance, puisqu'elle insiste pour avoir son autonomie stratégique, que ça n'est pas un traité d'alliance, c'est juste un traité d'amitié, mais bien entendu, qui présente toutes les caractéristiques d'une alliance très forte. Et jusqu'à ce jour, les relations entre Moscou et New Delhi, et quels que soient les changements de régime intervenus tant à Delhi qu'à Moscou, ont résisté. Bon. Le Moyen-Orient, je vais également être très très rapide. La politique indienne au Moyen-Orient est déterminée par le fait qu'elle a une communauté expatriée de 7 millions de citoyens, essentiellement de la péninsule arabique, qu'elle a besoin d'énergie et que près de 60% de ses approvisionnements en énergie proviennent du Golfe arabo-persique, et qu'il ne faut se fâcher avec personne. Et les relations de l'Inde avec le reste du monde, c'est comme des rayons d'une roue de bicyclette, c'est-à-dire qu'on a du bilatéral avec tout le monde, on ne veut surtout pas savoir ce qui peut opposer les deux amis qu'on a. Et c'est ainsi que Narendra Modi s'est rendu tour à tour en Arabie Saoudite et en Iran au printemps, sans que l'un et l'autre lui demandent de prendre position sur ce qui les oppose, et c'est bien le seul, puisque les deux pays, et notamment l'Arabie Saoudite, jugent toutes leurs relations avec des tiers à l'aune des rapports qu'ils ont avec leur ennemi. Mais on voit la même chose avec Israël et les Palestiniens. L'Inde continue de soutenir officiellement les Palestiniens, en pratique ils sont de plus en plus alliés avec les Israéliens, et tout ça c'est du verbiage, mais la politique indienne assure une certaine stabilité car ils ont une peur panique d'exportation du terrorisme. Et en fait, ils veulent un statu quo. Par exemple, les printemps arabes ont fait terriblement peur à l'Inde, qui voyait la main d'islamistes voulant déstabiliser l'ensemble de la région avec des conséquences négatives pour l'Inde. Ce qui se passe actuellement, évidemment, leur donne rétrospectivement raison. Et le refus de toute intervention, quelle qu'elle soit, à l'étranger, tant qu'il n'y a pas une couverture des Nations Unies. L'Inde est fort peu présente dans les organisations multilatérales, à la fois parce qu'elle s'en méfie, à part l'ONU, où elle est très présente dans les forces de maintien de la paix, c'est même l'un des principaux contributeurs, mais comme le Pakistan et le Bangladesh d'ailleurs, c'est intéressant à voir. En revanche, aussi du fait que l'Inde a très peu de diplomates. Est-ce que vous avez une idée du nombre de diplomates qu'a un pays comme l'Inde? Cherchez pas, vous ne trouverez pas. 900. Combien de diplomates a la France alors? Bon. Eh ben, l'Inde a à peu près autant de diplomates que la Belgique. Voilà. Et à la fois parce que c'est un corps extrêmement élitiste, très compétitif, et aussi bon, parce que leur conception, c'est que le diplomate, c'est quelqu'un d'un niveau très élevé, et donc en dessous, ce ne sont pas vraiment des diplomates. Le résultat, c'est que bien entendu, ils n'ont pas les effectifs suffisants à mettre dans tous les forums où on discute de choses qui pourraient affecter leurs intérêts. Et donc, ils se sont essentiellement souvent trouvés en situation de blocage. On l'a bien vu à l'OMC, on l'a bien vu sur les conférences climat, à l'exception notable de celle de Paris l'an dernier, où Modi a débloqué les choses, à la fois pour des raisons propres aux nécessités indiennes, et aussi parce qu'il avait besoin de sortir de cette image de pays qui bloque tout sur tous les domaines multilatéraux. L'économie, j'en parle également rapidement, mais si la démographie indienne est fondamentale, elle est très dynamique, même s'ils ont fait leur transition, ils sont en train de faire leur transition démographique, elle est dynamique. L'Inde est dans une période optimale du point de vue démographique, on ne parle plus de surpopulation, et ça va durer quelques dizaines d'années, avant de se retrouver avec une forte population âgée. Et donc pour le moment, il y a un grand dynamisme, contrairement à ce qu'on voit déjà en Chine, et il est temps pour eux de prendre des mesures, par exemple en termes de dépendance et de sécurité sociale, parce que d'ici 30 à 40 ans, ce sera trop tard, et ce sera un poids insupportable pour l'économie indienne, mais aujourd'hui, ils peuvent encore y faire face. Cette démographie soutient une croissance essentiellement endogène. La croissance indienne qui est de l'ordre de 7%, et 7% c'est un minimum soutenable, essentiel pour permettre de sortir de la pauvreté, est essentiellement due à une consommation interne, et pas tant que ça aux exportations.
l'Inde a fait le choix de la mondialisation, mais elle est en fait à mi-chemin, parce que la mondialisation lui fait beaucoup de bien quand il s'agit d'attirer les call centers d'Europe et des États-Unis. En revanche, elle est très protectionniste pour ce qui est de son commerce et de ses agriculteurs. Et en matière de propriété intellectuelle, elle est juste entre les deux, parce que d'un côté, il y a du pillage à tout va, et de l'autre, les inventions en matière de biotechnologie indienne et les films indiens qui s'exportent énormément sont également piratés. Et donc, elle a besoin de défendre la propriété intellectuelle, mais elle se préoccupe du fait qu'elle est trop défendue par les pays dominants économiquement jusqu'à présent, que sont les Européens et les Américains. Et puis, il y a une pauvreté de masse qui est persistante. Et la théorie du ruissellement qu'on entend souvent ne fonctionne pas. Certes, il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la pauvreté avec le développement et la libéralisation des années 90. Une classe moyenne de plus de 400 millions, 600 millions peut-être, d'Indiens qui consomment énormément est apparue. Mais en même temps, ceux qui gagnent moins de 1,25 $ par jour demeurent à peu près le quart de la population. Et ça ne change pas. Et c'est vraiment une cause de préoccupation en matière de développement. C'est la cause d'une insurrection dont on ne parle quasiment jamais, mais qui dure depuis plusieurs dizaines d'années, depuis 67 exactement, et qui a déjà fait près de 12 à 15 000 morts. L'insurrection dite maoïste ou naxaliste, qui sont essentiellement composées de paysans privés de leurs terres et d'aborigènes chassés de leur habitat naturel. Par les grandes compagnies minières soutenues par le gouvernement et les hautes castes. Et ça, c'est extrêmement nuisible à l'économie indienne. L'armée indienne. L'Inde est aujourd'hui le plus grand acheteur d'armes de la planète. L'Inde a l'une des plus importantes armées du monde, et je crois la première armée professionnelle, puisqu'il n'y a pas de conscription. C'est un héritage britannique. Même les casernements sont ceux qu'avaient les Britanniques. L'armée de terre fait quelque chose comme 850 000 hommes. La marine était le parent pauvre jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Et c'est quand même extrêmement bizarre pour un pays essentiellement maritime par sa géographie, mais qui en fait regarde vers l'intérieur. C'est fini, ils développent leur marine, ils achètent des sous-marins, ils en construisent. Il y aura un sous-marin nucléaire de fabrication indienne qui est déjà mise en eau et qui sera opérationnelle en principe en 2019. 3 porte-avions avec leur groupe aéronaval. Donc l'Inde se rattrape beaucoup parce qu'elle veut désormais se projeter en tant que puissance maritime dans l'océan Indien, mais également en mer de Chine méridionale, à l'appui d'une part de son commerce. Donc elle défend ses propres routes et en même temps en appui de ses alliés. Elle a maintenant une composante nucléaire par missile, donc il y a ce qu'on appelle la triade nucléaire, il y a les avions pour les délivrer, il y a les sous-marins nucléaires qui peuvent les lancer, et il y a les missiles. Et pour les 2 minutes qui me restent, je mentionnerai juste rapidement l'atout considérable mais insuffisamment exploité de l'Inde, qu'est le soft power que représente l'attraction que représente l'Inde, à la fois par sa culture, parce qu'on croit connaître de l'Inde à travers le yoga, la religion et la spiritualité. Les Beatles, Harry Rishikesh, c'était quand même dans les années 60. Un tourisme qui est incroyablement mal exploité, puisqu'il y a moins de 10 millions de touristes étrangers par an pour un pays aussi grand. À titre de comparaison, la France, avant la chute de cette année, c'est en tout cas 85 millions, donc il y a quand même un potentiel de développement énorme, et une diaspora de 30 millions d'Indiens, et d'ex-Indiens, qu'on appelle les PIO, personnes d'origine indienne, ou OCI, Overseas Citizen of India, qui sont autant de vecteurs de l'influence indienne, qui rapprochent l'Inde des pays où ils sont résidents. Curieusement, il y a un pouvoir d'attraction phénoménal de l'Inde qui n'est pas exploité, c'est le fait que ce soit la plus grande démocratie du monde, car au nom du principe de non-ingérence, l'Inde n'a jamais cherché à exporter ses principes démocratiques, et c'est ce qu'on commence à lui reprocher d'ailleurs dans des pays, en Afrique par exemple, où elle fait du commerce comme tout le monde, mais sans faire valoir sa qualité de plus grande démocratie du monde, et pour le reste, c'est la discussion qui va le dire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cet exposé très, très complet et qui, je pense, aura beaucoup éclairé votre auditoire. C'est l'horloge qui règne en maître. Alors, je suis malheureusement contrainte peut-être de vous laisser partir même sans question, à moins qu'on puisse poser juste une toute petite question très rapide. Parce qu'après, vous êtes attendu dans un autre atelier. Donc il va falloir, on avait jusqu'à 11h quand même. On a un peu de temps. Alors, peut-être qu'on va pouvoir profiter un petit peu de la pause. Il reste un petit quart d'heure quand même. On va profiter de la pause peut-être pour effectivement prendre quelques questions. Moi, je voulais revenir sur la question du Népal, puisque les tensions aussi entre le Népal et l'Inde, est-ce qu'elles sont liées aussi au fait que le Népal soit finalement aussi un état tampon entre l'Inde et la Chine, ou est-ce que c'est vraiment l'Inde, le Népal est vraiment plus sous l'influence de l'Inde, donc il n'y a pas d'inquiétude que l'Inde que le Népal soit un peu la Chine, et pourquoi est-ce qu'il y a eu ces blocages dernièrement? Parce que vous parlez de non-ingérence et de bienveillance, ce qui n'est pas du tout le cas en fait pour le Népal. Pas du tout. Ils ont voulu faire une constitution, ils ont bloqué le pays pendant 3 mois, donc c'est un peu contradictoire avec la politique. Non mais, pourquoi les Indiens seraient les seuls à être fidèles aux principes qu'ils affichent? Donc, bien sûr qu'il y a une contradiction. Alors, d'une part, il ne fait pas de doute que culturellement, le Népal se rattache bien davantage à l'Inde, ne serait-ce que par la religion, qu'à la Chine. Mais les Chinois sont très présents, ils sont voisins. Ils ont été par exemple très réactifs au moment du tremblement de terre. Il y avait une sorte de compétition, je dirais, entre l'Inde et la Chine à qui aiderait le Népal le plus rapidement. Évidemment, il ne fallait pas le reconnaître tel quel, mais c'était le cas. Les Népalais, par exemple, n'ont pas besoin de visa pour résider en Inde. Les Népalais peuvent être recrutés dans l'armée indienne sans difficulté. Évidemment, il n'en est pas question ni pour les Bangladais ni pour les Pakistanais. En même temps, il y a eu pendant longtemps une rébellion népalaise maoïste qui se revendiquait. Alors c'est compliqué parce que les Chinois ne soutiennent pas toujours les rébellions maoïstes. Ils ont une politique d'État qui n'est pas du tout idéologisée. Mais bon, c'est quand même perçu comme ça aussi en Inde. Oui, voilà. Donc il y a une rivalité dans cet État tampon. Effectivement, les pays voisins de l'Inde, dans l'Himalaya, sont des États tampons entre l'Inde et la Chine, un peu hérités aussi des États tampons que le Raj avait laissés. Les Britanniques, en fait, pour eux, l'Inde n'était pas destinée à s'ouvrir vers l'Extrême-Orient, c'était au contraire destiné à prospérer au bénéfice de Manchester. Donc aujourd'hui, les besoins indiens ne sont pas du tout les mêmes que ceux de Londres. Ils sont d'aller vers l'extérieur. Et donc il y a une rivalité, et puis il y a des communautés, et bien sûr c'est ça qui a été invoqué par l'Inde, hindouistes proches de l'Inde, qui étaient défavorisés, disait-il, par le projet de constitution. Ils sont venus à leur secours. Quand on intervient chez les autres, il faut toujours invoquer un appel interne. Bon, c'est ce qui s'est passé. Et puis, ça s'est normalisé. Bien entendu, l'Inde n'est pas du tout indifférente à ce qui se passe à l'intérieur de ses voisins, et le cas échéant, elle intervient. Grande question. Quid des relations entre l'Inde et les États-Unis? Elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Pendant très longtemps, évidemment, elles étaient exécrables, notamment avec le soutien des États-Unis au Pakistan pendant la guerre de 65, par exemple. Les bandes enregistrées par Nixon qui ont été révélées montrent en des termes particulièrement péjoratifs dans quelle estime il tenait Indira Gandhi. Le plus aimable de ses propos, c'était vieille sorcière. Il y en avait d'autres beaucoup moins élégants. Et puis, oui, non, voilà. Et ce qui a changé, c'est que, et puis l'Inde elle-même d'ailleurs, en tant qu'anti-impérialiste, ne faisait pas grand-chose pour se rapprocher des États-Unis. Et puis, en 2000, Clinton a fait une escale de 5 jours en Inde, suivie d'une escale de 5 heures au Pakistan, pendant laquelle il a engueulé les Pakistanais. Alors évidemment, ça a changé énormément la perception que les Indiens ont eue des États-Unis. C'est la première fois qu'un président américain leur donnait de la considération. Et puis, encore une fois, la diaspora indienne, les fameux NRIs, Non-Resident Indians, qui sont des Américains d'origine indienne, mais qui ont beaucoup de liens avec le pays, qui reviennent, etc., ont joué un rôle. Il y a eu une libéralisation qui leur a permis d'investir, et donc ce rapprochement est tout à fait essentiel. Et dans la doctrine militaire américaine, aujourd'hui, l'Inde est clairement perçue comme un des relais de puissance face à la menace chinoise. Et quant à l'Inde,
eh bien, je dirais symétriquement, elle voit les États-Unis à la fois comme un relais de puissance aussi, et comme une source de capital dont elle a grand besoin pour son développement avec son fameux Make in India. Et ce qui est intéressant, c'est que Narendra Modi, qui avait été privé de visa aux États-Unis pendant 10 ans, à la suite des émeutes meurtrières du Gujarat dans laquelle près de 2000 musulmans avaient perdu la vie, et le rôle de Modi est extrêmement controversé en la matière, a choisi, une fois au pouvoir, de tourner la page et de ne pas montrer de rancune, bien au contraire. Et les Américains, évidemment, quand ils ont vu que Modi avait une chance élevée d'être élu, ont tout fait pour renouer. Et donc son premier voyage aux États-Unis, il y en a eu 4 jusqu'à présent, a été extrêmement positif, et pour le moment, en tout cas, les relations sont excellentes. Si vous avez dit que l'Inde était un acheteur d'armes important, on a vu toutes les difficultés de la France pour vendre ces rafales, mais quelles sont justement à qui elle achète ces armes? Alors, elle a diversifié. Pendant très longtemps, elle achetait essentiellement aux soviétiques, donc aux Russes, un peu aussi aux Français, il y a eu des mirages. Elle continue d'acheter aux Russes, d'ailleurs il y a eu des accords qui viennent d'être signés il y a tout juste une semaine, lors du sommet des BRICS, il y a eu une rencontre bilatérale entre Poutine et Modi où ils ont signé pas mal d'accords, militaires notamment, de livraison d'armes. Mais ils achètent aussi maintenant beaucoup aux Américains et à Israël, qui sont remontés très haut dans la liste des fournisseurs. Et d'ailleurs, le programme d'armement indien est extraordinairement onéreux, et la question de la soutenabilité dans le long terme de ce programme d'armement est posée, parce que malgré tout, l'Inde s'enrichit, mais les armes sophistiquées, ça coûte très 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 cher, puis une fois qu'on l'a acheté, il faut acheter aussi le contrat de maintenance, et ça coûte très cher aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelles sont les relations de l'Inde, enfin, quelles ont été historiquement les relations de l'Inde et quelles sont-elles actuellement justement avec ses voisins et avec la Chine? Est-ce qu'il y a hostilité déclarée ou chaude ou pas? Non, il n'y a pas d'hostilité. Enfin, avec le Pakistan, enfin, je pourrais m'étendre, mais je pense que tout le monde sait que ça ne se passe pas très bien. Et que d'ailleurs, depuis 1971, il n'y a pas de frontière entre l'Inde et le Pakistan au Cachemire. Il y a ce qu'on appelle une ligne de contrôle, une ligne de démarcation, qui n'est pas reconnue comme une frontière, puisque l'Inde continue d'exiger que sur les cartes, c'est une querelle qu'elle a eue avec Google par exemple, le Pakistan, le fameux POK, Pakistan Occupied Kashmir, apparaissent bien comme étant indien. Avec la Chine, il y a de vives tensions, y compris frontalières. De temps en temps, les soldats chinois font une incursion de quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres juste pour voir comment les Indiens réagissent. Et ça s'est passé, par exemple, pendant la visite officielle de Xi Jinping en Inde, juste après l'élection de Modi. Donc il y a eu des tensions. Modi a envoyé des soldats là-bas et avec le sourire, les deux ont dit qu'ils allaient régler le problème. Les soldats chinois sont revenus d'où ils étaient venus. Mais la ligne n'est pas pleinement démarquée et il y a un désaccord sur le kilométrage des frontières. Je dirais qu'avec la Chine, il y a une grande rivalité, mais aussi une coopération. C'est-à-dire que ni les Indiens ni les Chinois ne veulent un affrontement armé, à la fois parce qu'il serait désastreux pour l'un et pour l'autre, et avant même ça, ils remettraient en cause le développement économique, qui est pour l'un comme pour l'autre absolument essentiel pour faire sortir de la pauvreté une grande partie de la population. Et ça, c'est le pari auquel aussi bien les dirigeants chinois que les dirigeants indiens ont attaché leur nom. Maintenant, on ne peut jamais écarter un dérapage. Avec les autres pays voisins, je dirais le déséquilibre est tel qu'on ne peut même pas parler de rivalité ou de tension militaire. Il y a une intervention militaire au Sri Lanka, décidée par Rajiv Gandhi en 1987, à la demande du président d'alors, Jayewardene, mais qui était un peu forcé de la demander. Les Tamouls pensaient que c'était pour leur venir en secours. D'ailleurs, c'était une demande des habitants du Tamil Nadu. Et à l'arrivée, ils se sont comportés comme une force de maintien de la paix qui, finalement, sanctionnait autant les Tamouls, et même plus les Tamouls, que les forces gouvernementales. Et c'est ce qui s'est terminé par l'assassinat de Rajiv Gandhi par les tigres tamouls. Voilà. Et ça a vacciné aussi les Indiens contre l'intervention extérieure, parce que celle-là, c'est très très mal terminé. Ils ont perdu beaucoup d'hommes dans leurs opérations de maintien de la paix. Je ne sais pas si j'ai répondu. Il y a une question à droite. Une question très très rapide. Pour revenir sur un point que vous avez malheureusement pu effleurer concernant le soft power indien, l'Afrique est le principal débouché des cinémas indiens. Et j'aimerais savoir si justement l'Inde est en train d'acquérir une présence culturelle supérieure en Afrique. Est-ce qu'elle deviendrait un des cadres culturels de l'Union ou pas?
Oh, mais elle l'est déjà très largement. C'est-à-dire que, de la même façon que pendant des années, le cinéma égyptien dominait, et la figure d'Adel Imam et quelques autres étaient connus. Vous débarquez à Marrakech avec une indienne, par exemple mon épouse, et tout le monde commence à dire Namasté ou Shah Rukh Khan, etc. Voilà, c'est incontestable que la notoriété des acteurs indiens. Il y a une actrice indienne qui jouait dans une série qui a été diffusée à la télévision ivoirienne et qui raconte comment, à son arrivée à l'aéroport d'Abidjan, il y avait des dizaines de milliers de personnes pour l'attendre. C'est des choses dont on n'a pas idée. J'ajouterais que sur les Champs-Élysées, vous pouvez aussi voir quelques films indiens, et il n'y a pas que la diaspora indienne qui va les voir. C'est évidemment pas au même niveau. Il y a véritablement un impact. Oui, oui, bien sûr. Et à l'avenir, l'Inde peut l'utiliser, ça. Mais elle essaie de l'utiliser bien entendu. En fait, il y a un parallèle qu'on pourrait établir avec le cinéma chinois des années 70. L'arrivée économique des Chinois a été précédée par des films chinois, films de karaté, de kung fu en masse dans les années 70. Oui, je pense que de ce point de vue-là, les Chinois sont battus à plat de couture. Pas sur tous les domaines, mais dans le domaine du cinéma, ça fait aucun doute. Je crois qu'il y avait une dernière question. Donc c'est une avant-dernière question. Plus personne? J'aurais une question. Vous parlez d'un changement d'alliance, en tous les cas, pour les Américains qui passent, si j'ai bien compris, si je ne traite pas vos propos, du Pakistan plus ou moins à l'Inde. Or, l'Afghanistan est quand même plutôt tenu d'un point de vue ethnique, relié, la zone AFPAC est assez est sensiblement fonctionnelle. Donc en passant par l'Inde, j'ai du mal à imaginer comment l'Inde arrive à tenter d'influencer davantage que l'Afghanistan. Alors l'Inde... Parce qu'il n'y a pas le lien, pardon, il n'y a pas ce lien ethnique, il n'y a pas ce... Enfin, il ne me semble pas en tous les cas. Non, mais dans l'imaginaire régional, l'Union indienne, c'est la partie issue de la partition, si j'ose dire. C'est-à-dire que ce qu'a été l'Inde avant la partition s'étendait en partie jusqu'à l'Afghanistan. Ça n'a pas été toujours un résultat très heureux pour les Britanniques, hein, comme d'autres, ils ont expérimenté ce que c'est que de se faire bouter hors d'Afghanistan. Mais bon. Et il y a aujourd'hui à Kaboul un gouvernement qui est décidé à jouer à la carte indienne. Et l'Inde contribue au développement. Ils ont des intérêts économiques parce qu'ils ont des intérêts miniers et autres. Ils veulent avoir des débouchés commerciaux. Mais il y a également des centres culturels. Les films de Bollywood, par exemple, ils sont extrêmement populaires en Afghanistan. D'ailleurs, au Pakistan aussi, soit dit en passant. Voilà. Quant aux États-Unis, oui, maintenant ils jouent à fond la carte indienne. Ils ne laissent pas tomber le Pakistan, aussi frustrant que le Pakistan puisse être, parce que précisément, ils veulent garder autant que faire se peut le Pakistan sous contrôle. Et ils ont résisté à la demande insistante de l'Inde depuis 2 mois maintenant, 1 mois et demi, de déclarer le Pakistan État terroriste. Les États-Unis ont dit non, il n'en est pas question. Donc il y a quand même une limite, ce n'est pas un retournement d'alliance, mais il est clair que les relations entre Washington et Islamabad sont plutôt froides actuellement, alors que celles avec New Delhi sont vraiment très chaleureuses.